Kha Tsoksafia Nihang, Fin Tsoksafia, Pe Tsoksafia, Ke Fixan Fien. Bon, en gros, ça voulait dire quand c'est trop simple, c'est que c'est pas si simple. Et à la fin, il y avait un gros mot aussi. Mais je crois que c'est bon, YouTube, ils acceptent maintenant les gros mots pour la monétisation, donc c'est ok. Environ 130 ans de cinéma, des centaines de milliers de films, des milliards de tickets vendus à travers le monde, une infinité d'histoires différentes. Et après tout ça, le numéro 1 au box-office, c'est Avatar. En tout cas pour l'instant, parce qu'il pourrait se faire attraper par Avatar 2. Mais qu'est-ce que ces films ont de si spéciaux? Des personnages bleus, une langue inventée, une révolution technologique, la 3D. En vrai, comment ce film est devenu un succès? Quelles sont les anecdotes autour de ce projet? Eh bien, on va le découvrir ensemble dans cette vidéo qui va spoil, hein, je tiens à prévenir. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche. Merci, c'est cool. Et voici les secrets du phénomène Avatar. Et l'histoire du phénomène d'Avatar, ça n'est pas juste l'histoire d'un succès, mais c'est aussi celle d'une anomalie. Le film sort de nulle part, n'est tiré d'aucune licence, et sans méga stars ultra célèbres au casting. Et pourtant, les seuls qui ont su rivaliser un petit peu avec Avatar au box-office, c'est Marvel. Sauf que Marvel, c'est plus d'une vingtaine de films, qui utilisent des personnages déjà bien connus du grand public, notamment grâce aux comics ou même aux dessins animés. Alors on entend souvent que le succès d'Avatar, ce sont des belles images et un scénario plutôt pauvre, mais pour créer un tel succès, les belles images, ça ne suffit pas. Derrière Avatar, on a une pointure du blockbuster. La saga Terminator, Alien le Retour, Abyss et bien d'autres. James Cameron à ce moment-là, c'est plus de 800 millions de dollars au box-office. Sur une échelle de 1 à colossal, c'est que c'est colossal. Et dès les années 90, James Cameron a un projet en tête. Un film autour d'un nouveau monde, peuplé de créatures mi-humaines, mi-animales, vivant en harmonie avec la nature. Et il a une idée bien précise. Il veut que ces créatures soient entièrement réalisées en images de synthèse. Et malgré ses grands succès, les studios de cinéma restent réticents à l'idée de l'accompagner sur ce projet. Tout simplement parce que pour ce projet-là, James Cameron a besoin de beaucoup d'argent. Il réclamait pas moins de 10 millions de dollars. Franchement, 10 millions de dollars pour un blockbuster, c'est carré les refs. Mais James Cameron, lui, il avait pas besoin de 10 millions de dollars pour réaliser son film. Il avait besoin de 10 millions de dollars pour produire un petit clip. Un extrait pour montrer au studio de cinéma, la Fox, à quoi pourrait ressembler son projet. Voilà, donc 10 l'extrait, c'est pas si rentable que ça. Et pour produire son film, il aura besoin de presque 24 fois cette somme, soit 237 millions de dollars. Pour beaucoup, le pari est très risqué. Alors, entre-temps, James Cameron écrit un premier jet du scénario, histoire de garder une trace, et hop, le tiroir. Parce qu'en ce moment, il a pas trop le temps. En ce moment, James Cameron, il est sur la pré-production d'un film romantique sur un bateau, un truc chiant. En 97, le film Titanic sort au cinéma. Et il ne lui faudra que quelques semaines pour atteindre la première place du box-office all-time. C'est le film qui a vendu le plus de tickets, qui a fait le plus d'entrées, qui a fait la plus grande recette. Alors il faudra absolument qu'on reparle de Titanic sur cette chaîne. Titanic est le film qui a fait le plus d'entrées en France, mais c'est surtout le premier film de l'histoire à avoir atteint la barre symbolique du milliard de recettes. 1 milliard de dollars de recettes pour un film. C'est gigantesque. Bon, et même si on en reparlera sur cette chaîne, pour l'anecdote, James Cameron a accepté de réaliser Titanic, entre autres parce que c'était aussi pour lui l'occasion de visiter l'épave du vrai navire en sous-marin. Et l'épave du Titanic, c'est genre le One Piece pour les fans d'exploration sous-marine. Donc ouais, en plus de se faire un kiff, James Cameron a battu tous les records du cinéma. Et ce n'est alors que le début de sa passion pour les records et les premières places. Et le seul film qui peut détrôner son succès, il est dans son tiroir, et ça il le sait. Seulement voilà, c'est facile de faire vibrer la terre entière avec DiCaprio, avec Kate Winslet et une histoire vraie. En revanche, le faire avec ça, ah mon gars, crois-moi, c'est plus compliqué. Les têtes que vous voyez là, ce sont les premiers modèles des navis. Et oui, ils ne dégagent rien, aucune émotion. Et le souci, c'est que le cinéma, c'est des émotions. Il n'est donc absolument pas envisageable pour lui de faire un film si ces créatures, les navis, ne sont pas parfaits à son goût. Et pour qu'ils soient parfaits, ils doivent ressembler à des humains et dégager des émotions. Et puis il faut que ce soit réaliste, il faut que le spectateur y croit. Il doit penser que tout ce qu'il voit sur l'écran, c'est le réel, c'est quand même la base du cinéma. Et le problème, c'est que James Cameron, il est pas convaincu quand il voit ce genre de film. Ça, c'est Final Fantasy, et en voyant le résultat, on comprend que ça puisse le déchauffer. Voilà, ça donne pas vraiment envie de réaliser un film réaliste en images de synthèse. Donc pour le moment, c'est un retour dans le tiroir pour le projet Avatar. Jusqu'à qu'il ait cette preuve qui puisse animer un personnage réaliste à l'écran. Et en attendant cette preuve, il se consacre à d'autres projets, notamment un documentaire autour du Titanic. Et les semaines et les mois passent sans le moindre espoir pour le projet de James Cameron. Et puis un beau jour, un film sort au cinéma. Un film qui se déroule dans un univers fictif et qui raconte l'aventure d'une bande de courageux hobbits. Et dans ce film, il y a le déclic que James Cameron attendait. Sale voleur. Oui, sale petit voleur. Voilà, lui là. On voit là un de personnages non humains, mais qui semble réel et qui surtout transmet des émotions. James Cameron a enfin la preuve que son projet est réalisable. D'autant plus que quelques années plus tard, d'autres personnages comme King Kong ou Davy Jones dans Pirates des Caraïbes viennent confirmer que ça y est, c'est le moment où les technologies actuelles vont lui permettre de créer ses propres créatures réalistes. On est sur la bonne voie. De l'eau,
La voix de l'eau. On continue. Sur ce projet, une grande partie du scénario est déjà écrite. Mais avec de telles sommes mises en jeu, il est important de savoir quels visages porteront ce projet sur le grand écran. Premièrement, on retrouve Sigourney Weaver, avec qui James Cameron n'avait pas retravaillé depuis Alien en 86. À ce moment-là, elle sort de plusieurs années à jouer dans des films indépendants ou alors des seconds rôles, et en lisant ce projet, elle signe immédiatement. En revanche, ça a été beaucoup plus compliqué pour le casting de Jack Sully, le personnage principal du film. Beaucoup d'acteurs comme Chris Pratt ou Chris Evans ont passé le casting pour interpréter le personnage de Jack Sully. Et il y en a aussi deux qui ont refusé le rôle. Jack Gyllenhaal, qui a préféré jouer dans Prince of Persia, et Matt Damon, qui a préféré se consacrer à la saga Jason Bourne, et à qui James Cameron avait proposé 10% des recettes du film s'il acceptait le rôle. 10%, ça correspond aujourd'hui à environ 300 millions de dollars. Bon oui, même au-delà de la somme colossale d'argent, Matt Damon est passé à ça, de la première place au box-office. Voilà, il aurait pu être très bien payé, il aurait pu être aussi dans le film numéro 1, mais vas-y, on juge pas frère, on juge pas, continuons. Ce sera finalement Sam Worthington et Zoe Saldana qui décrochent les deux rôles principaux du film, à savoir respectivement donc Jake Sully et Neytiri. Deux jeunes comédiens qui ont joué dans une dizaine de films, et pour la plupart des seconds rôles, mais en tout cas les deux ne sont pas très connus à ce moment-là. Ce qui n'est pas plus mal puisque James Cameron s'est finalement convaincu que c'était mieux d'avoir des visages peu connus pour incarner ses héros, probablement pour qu'on puisse s'identifier encore mieux à ces personnages. Et petite particularité, Sam étant australien, son accent était très marqué et donc pour les besoins du film, il a dû apprendre à parler avec un accent américain en plus d'apprendre la langue des navis. Franchement la flemme mais GG frérot, 2 langues en quelques mois, t'es un crack. Sigourney, Sam, Zoé, bref, on a notre casting, et pour renforcer leur immersion sur Pandora, James Cameron les emmène tous dans la jungle hawaïenne, histoire de pouvoir se projeter juste avant le tournage, pour qu'ils ressentent ces sensations de marcher pieds nus, d'être entourés d'arbres et d'animaux. Et ils ont bien fait de se préparer à supporter les chaleurs tropicales ou les insectes. Ouais, parce que le tournage s'est déroulé dans un hangar. Ouais, un hangar. Ouais, le tournage il va être fou, on va voir du paysage. On tourne où, James? On tourne où? On a trop envie de savoir où on tourne. Dans un hangar. Là, dans le hangar, là, ça résonne et tout. C'est carré. Y a même pas de parquet au sol, James. Non, on veut un hangar. Bon, vous l'aviez compris, ça tourne dans un hangar, qui est maintenant un studio, puisque la majeure partie du film est générée en images de synthèse. Mais souvenez-vous que James Cameron estimait que la technologie de l'époque n'était pas encore suffisante pour reproduire ce qu'il avait en tête. Alors, est-ce que la technologie est au point 10 ans plus tard? Oui et non. Les ordinateurs sont plus performants et retranscrivent mieux les modèles 3D, et depuis on a appris qu'en plaçant des points sur le visage des acteurs, on peut retranscrire les mouvements et une image plutôt réaliste d'une créature fictive. Mais James Cameron, lui, il veut ressentir les émotions, les vraies émotions des comédiens. Il veut pas juste un sourire recréé de toutes pièces en images de synthèse, non. Il s'en fout lui de constater que regardez, l'actrice a levé un sourcil et regardez ce que ça donne sur l'ordinateur. Hop, elle lève un sourcil, c'est merveilleux. Non, lui ce qu'il veut, c'est toute l'émotion. Et pour obtenir tout ça, il n'y a pas 15 000 solutions. Il faut réinventer une nouvelle façon de capturer le jeu des acteurs et des actrices. En gros, faut tout simplement révolutionner une partie de l'art du cinéma. Alors voici la technologie Performance Capture, inventée par James Cameron, ou plutôt réinventée. La technique du motion capture, qui consiste à ajouter des capteurs sur les acteurs et les actrices, elle existe déjà. Ça avait été utilisé par exemple dans le film Le Polar Express avec Tom Hanks. Mais là, cette fois, on n'avait jamais mis autant de capteurs sur un visage pour atteindre ce niveau de réalisme. Et bon, le principe est simple. La caméra repère chaque capteur et enregistre tous les micro-mouvements du visage, ce qui facilite grandement le travail des équipes aux effets visuels pour qu'ensuite ils puissent retranscrire au mieux les émotions jouées par les comédiens. Mais le coup de maître, c'est d'avoir disposé une petite caméra face au visage des acteurs pour se focus et capturer continuellement leur jeu. Et là, on peut être très précis et donc là, on peut retranscrire chaque émotion. Et tout ça, c'était visible en temps réel. Et d'ailleurs, la boucle est bouclée puisque James Cameron s'est donc inspiré de la technique de Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, Gollum, tout ça, pour pouvoir construire les créatures de son projet, les Na'vi. Et quelques années plus tard, la méthode de James Cameron se retrouve sur le tournage de Peter Jackson, pour recréer Gollum et le dragon Smaug dans la saga Le Hobbit. L'émotion, c'est cool, mais pour qu'un film paraisse réel, il doit être cohérent. Il fallait donc que l'univers de James Cameron le soit aussi. James Cameron et ses équipes ont pensé chaque détail de Pandora. Plantes, arbres, animaux, tous les éléments qui composent la faune et la flore de Pandora sont le résultat d'un travail de plusieurs mois, durant lesquels des spécialistes botanistes et animaliers ont travaillé ensemble afin de créer un écosystème logique et cohérent. Petit détail cool par exemple, mais si sur Pandora il n'y a aucun animal à plumes, et c'est le cas, alors l'extrémité des flèches des Na'vi ne doit pas en avoir. Mieux vaut que l'extrémité de ces flèches soit plutôt composée de feuilles ou de plantes. Et oui, pour le coup c'est le cas. L'équipe VFX qui bossait sur les armes a travaillé avec l'équipe VFX qui bossait sur les plantes et les arbres, afin de définir quelle plante serait la plus adaptée pour remplacer la plume présente à l'extrémité des flèches habituellement. Et ce niveau de cohérence on le retrouve aussi dans le film sur les objets provenant de la Terre. Chaque objet devait pouvoir exister IRL dans la vraie vie. Sinon, cet objet n'avait rien à faire dans le film. Tous les objets qu'on aperçoit dans le film ont été réellement construits par les accessoiristes, ce qui a notamment permis aux équipes d'établir une certaine limite dans leur imagination, pour que tout reste relativement réaliste et que le spectateur puisse se projeter dans ce futur. Parce qu'en vrai, on connaît, ça peut très vite partir dans tous les sens, surtout dans les films SF. C'est pour ça, par exemple, que cet immense hélicoptère qu'on voit dans le film, il existe en taille réelle. Et il est, en théorie,
fonctionnels dans la vraie vie. Tout comme les armes portées par les militaires qui ont été construits pièce par pièce jusqu'au dernier boulon. Et toujours dans cette recherche de cohérence, chaque masque à oxygène utilisé par les humains a été conçu sur mesure à partir du moulage du visage de l'acteur ou l'actrice qui devait le porter. Pour que ce soit un vrai masque quoi, qui soit hyper bien ajusté. Bon, il y a juste la vitre qui pour le coup est en image de synthèse. Et rien que pour cet accessoire, il a fallu 1 an de recherche pour mettre au point un design parfait et surtout réaliste. Alors la cohérence, elle doit bien évidemment se voir, mais elle doit aussi s'entendre. Et c'est ce monsieur qui a en partie eu cette responsabilité importante. Ce monsieur, c'est Paul Frommer, un professeur en communication et consultant linguistique. Quelques mois avant le tournage, pendant l'écriture, James Cameron a contacté ce monsieur et lui a confié une mission. Bon, et vous l'avez très bien deviné, créer un véritable langage, celui des navis. Parce que ouais, ils ne disent pas n'importe quoi. C'est un vrai langage inventé par Paul, qui s'est basé sur plusieurs langues existantes pour arriver à un total de plus de 1000 mots aujourd'hui. À titre de comparaison, le langage elfique le plus développé du Seigneur des Anneaux comprend 7000 mots. Et vas-y, si vous n'avez pas pris LV2 Navi au collège, mais que vous organisez un voyage dans quelques mois sur Pandora, pas de souci. Sachez qu'il est possible d'apprendre cette langue sur un site. Et je vous l'ai mis en description. Voilà, vous n'avez plus d'excuses maintenant. Alors bien sûr, ces quelques infos, vous ne pouviez pas les deviner juste en regardant Avatar. Mais il y en a d'autres que vous auriez pu repérer par vous-même. Parce que oui, même s'il n'y en a pas beaucoup, James Cameron s'est amusé à glisser des easter eggs dans son film. Allez, c'est parti pour cet instant easter egg. Il y a cette scène dans laquelle on peut reconnaître en fond le drapeau américain. Alors on reconnaît pas tout de suite le drapeau, c'est vrai, mais si on observe bien la fenêtre avec cette espèce de bloc en haut à gauche, eh bien le tout forme le drapeau américain. Mais bon, vas-y, celle-là elle est plutôt connue comparée à celle dans laquelle on voit le logo sur cette casquette que porte ce Navy, qui est un vrai texte en braille et qui veut dire 1969, l'année où l'homme a marché sur la Lune. Et ce n'est pas la seule date qui fait écho à un événement historique dans Avatar. Durant tout le film, le personnage de Jake tient un journal vidéo qui nous permet d'apprendre que la grande bataille finale se déroule en août 2154, soit exactement 200 ans, pile poil, après la naissance de James Cameron. Dans le film, la présence des humains sur Pandora est justifiée par le fait qu'il y a un minerai rare présent seulement sur cette planète, l'unobtainium. Et ce nom, il n'a pas été choisi au hasard. En gros, l'unobtainium, c'est un terme utilisé dans les communautés de science-fiction pour décrire un matériau fictif qui a des propriétés rares. On le retrouve donc dans des récits de science-fiction ou même dans des vannes de la communauté scientifique pour décrire l'impossibilité d'un projet. C'est un mot anglais qui signifie que c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. Un autre élément qui n'a pas été mis là au hasard, c'est ce livre du Lorax. On peut apercevoir ce livre dans la salle de cours du professeur Grace. Le Lorax, c'est l'histoire d'un personnage qui prend la défense de la nature face à un businessman qui veut détruire la forêt. Un petit peu comme le personnage de Jake. Et celui-là, c'est sûr que vous ne l'aviez pas vu puisque c'est dans la version longue qu'on aperçoit ce livre. Comme cette séquence qui devait servir d'introduction au film pour nous présenter Jake et qui nous montrait surtout une terre polluée, étouffante et mourante. Mais bon, dans un montage, faut faire des choix et cette séquence a été jugée moins nécessaire que d'autres. James Cameron, il a préféré garder cette séquence avec ces espèces de chevaux à 6 pattes qui font le même bruit que les vélociraptors de Jurassic Park. On a même le Thanator qui fait le même bruit que le T-Rex. Écoutez ça. Mais James Cameron va surtout faire une grosse référence à son propre film True Lies. Cette séquence dans laquelle Jake saute sur un vaisseau et se retrouve accroché à un missile, c'est quasiment la même que dans True Lies, quand le méchant se retrouve lui aussi accroché au missile. Et juste avant cette séquence qui se déroule pendant le combat final, Neytiri se fait des peintures de guerre. Et elle en profite pour ajouter une main à 5 doigts sur sa poitrine, alors que les Na'vi n'en ont que 4. Ce n'est donc pas une main de Na'vi qu'elle dessine, mais celle d'un avatar qui ont 5 doigts. Et on peut y voir là un message à destination de Jake, pour lui dire en gros qu'elle le pardonne de l'avoir trahi, si vous vous souvenez du film. Instant easter egg terminé, revenons au tournage qui n'est pas encore fini. En moyenne, le tournage d'un film c'est 6 à 12 semaines. Pour Avatar, entre le tournage en capture de mouvement et les prises de vue réelles, il a fallu environ 2 ans. 2 ans avant de pouvoir passer à l'étape la plus importante du projet, la post-production. Parce que je vous rappelle que ce que les acteurs voyaient sur le tournage, c'était ça. Et on est bien loin de ces créatures bleues qui nous ont fait rêver pendant ce court instant easter egg là. Il faut donc attendre d'être en post-production pour que la magie opère. Tout d'abord, il a fallu leur trouver une couleur à ces créatures. On parle d'habitants d'une autre planète, alors pourquoi pas le vert? Parce que vas-y, cliché, trop utilisé pour représenter les aliens, ou bien même Hulk qui est sûrement le personnage qui vient immédiatement en tête quand on pense comme ça à une créature verte. Il y a Shrek aussi, Bon, bref, faut pas le vert. Après réflexion et quelques essais, on partira sur la couleur bleue. Alors bien entendu, James Cameron avait déjà cette idée de couleur en tête depuis bien longtemps, mais elle a été renforcée par l'idée qu'il n'existe aucun mammifère bleu sur Terre. Bon vas-y, il y a la baleine bleue, mais en vrai elle est pas bleue, elle est grise. En tout cas, ça va permettre au spectateur de n'avoir aucune référence visuelle, et ça va venir renforcer l'impression de découverte d'une nouvelle espèce. En gros, personne pourra dire « Ah, les navires, ils ressemblent vraiment au cheval ». Non, c'est pas possible.
Mais si les créatures bleues au cinéma étaient plutôt rares, c'est en partie à cause d'un problème technique. En fait, pour résumer, dans les logiciels 3D, certaines lumières, notamment les lumières qui proviennent du feu, eh bien ça avait du mal à matcher avec le bleu. C'était impossible d'éclairer une créature bleue avec la couleur de la lumière des flammes. Ça s'annulait, ça marchait pas. Et ce problème, les équipes en effets visuels de Avatar, eh bien ils ont dû y faire face. Et pour l'anecdote, en résumé, ils ont dû créer spécialement un logiciel pour pouvoir gérer ce problème chromatique. La couleur bleue, c'est bien, mais si on se tient qu'à ça, on a juste une version de 2 mètres des Schtroumpfs. Alors que nous, ce qu'on veut, ce sont des êtres vivants. Et pour leur donner cet aspect plus vivant, on va leur ajouter des marques de vie, comme des cicatrices ou des boutons. Et tiens, gardons l'exemple des Schtroumpfs, on peut s'accorder à dire qu'ils ont absolument tous la même couleur, le même exact bleu. Le bleu là, c'est le hashtag 54F532, c'est celui-ci, pour tous les Schtroumpfs. Et donc pour éviter cet effet et renforcer le fait que les Na'vi sont une véritable nouvelle espèce, eh bien on va ajouter des textures mais surtout des nuances de bleu. Comme ça, il n'y a pas un seul modèle de Na'vi. Là, les personnages principaux, secondaires, tertiaires, chaque Na'vi est unique. Ce qui leur donne un point commun avec les humains, et qui du coup augmente la proximité que peut établir le spectateur entre lui et les Na'vi. Ensuite, c'est pas fini, les rayures. Et pour les rayures, le premier test sur les modèles 3D, ça a été d'appliquer des rayures de zèbre, et c'est tout. C'était tellement convaincant que c'est resté. Mais au-delà du côté esthétique, c'était surtout pour ajouter un côté animal aux Na'vi, pour rappeler qu'ils ne sont pas totalement humains et qu'ils sont bien plus proches de la nature que nous. Et pour finir, un changement important intervient au niveau du visage. Le nez des Na'vi sera un nez de lion. Et avec ce nez au milieu du visage, ça va leur donner une allure plus puissante. Les Na'vi seront bien plus imposants avec ce nez comparé au nôtre, là, il pue sa mère notre nez. Mais si vous avez été attentif, vous avez peut-être remarqué que l'avatar de Sigourney Weaver, bah lui, il a un nez normal, un nez humain. Parce qu'après plusieurs essais avec un nez de lion, eh bien on ne reconnaissait plus du tout l'actrice. Du coup, bah c'est vraiment la seule Na'vi ou avatar de tout le film à avoir un nez humain. Et tout ce travail esthétique, il a aussi eu lieu sur les décors du film. La vaste jungle de Pandora, c'est un des éléments centraux qui pourrait être considéré comme un personnage à part entière et qui a nécessité au total plus de 1500 artistes pour la faire exister. Dites-vous que les décors de Pandora étaient tellement complexes et comportaient tellement de détails que les ordinateurs qui devaient en générer les images 3D, eh bien ils mettaient environ 24 heures pour une seule image. Et vous connaissez le bail, pour une seule seconde de film, il faut 24 images. Voilà, faites le calcul, c'est très long à faire juste une image déjà. Mais après des mois de chauffe de cartes graphiques, nous arrivons enfin à un moment clé du projet Avatar. Un événement décisif pour le destin du film. James Cameron veut un film impactant, qui nous offre des émotions, de la sensation. Et comme on disait en début de vidéo, pour obtenir tout ça, il faut avant tout que tout paraisse réel. Notamment et surtout les Na'vi. Alors pendant la post-production, James Cameron et ses équipes ont passé plusieurs semaines sur une scène en particulier, celle où Jack Sully se réveille pour la première fois dans son avatar. Cette scène, ce sera la toute première fois que le spectateur découvrira les créatures imaginées par James Cameron à l'écran. C'est sans aucun doute la scène la plus importante du film. Si cette scène-là ne génère pas d'émotion, en gros si c'est un flop ou si c'est cringe, ce sera impossible d'imaginer que les spectateurs et les spectatrices puissent ressentir la moindre émotion devant les autres avatars. Cette scène, c'est la référence de tout le film. Et quand je dis référence, c'est aussi une référence technique pour les équipes. Le modèle de la créature que l'on voit sur ce plan, eh bien c'est le modèle référence de toutes les autres créatures du film. En gros, si les équipes remarquent quelque chose qui ne va pas sur cette créature qui est sur ce plan, genre je sais pas, une oreille qui va pas parce qu'elle est trop longue, un nez qui ressemble à un politicien, bref, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui doit être modifié, eh bien ce truc sur la créature qui va devoir être modifié devra être modifié sur tous les Na'vi et tous les avatars de tout le film. Voilà, comme ça vous comprenez très bien l'importance de cette séquence. Et donc après des semaines de travail, James Cameron décide de faire découvrir cette scène à Sam Worthington, l'acteur principal. Il entre et il s'installe dans la salle de projection. James Cameron, il va éteindre la lumière, il vient se rasseoir à côté de Sam. Il lui envoie l'extrait qui est relativement court, et là, une fois visionné, l'acteur éclate de rire. Non pas parce qu'il y a quelque chose de comique dans cette scène, mais parce que bordel, il se reconnaît. Il est halluciné de reconnaître son visage, ses mouvements, son émotion. Il retrouve chaque détail de son jeu d'acteur dans un corps qui n'est pas le sien. Il se reconnaît dans un avatar. Et on parle là d'un film dont le sujet est de transférer son âme dans un autre corps. Et c'est ce qui se passe en réalité pour Sam, dans la vraie vie. C'est incroyable. C'est donc une mission réussie pour James Cameron. Il a réussi à reproduire l'idée qu'il avait en tête. Transférer des émotions humaines dans un corps fictif et réaliste. Et il est sur le point de faire découvrir au monde cette révolution dans le futur plus grand film de tous les temps. La promo et plus généralement le marketing autour d'Avatar ont été des éléments essentiels au succès du film. Août 2019, dans le magazine Empire, qui est le magazine cinématographique le plus vendu en Angleterre, le monde entier découvre les premières photos du film. Mais avant ça, quelques jours plus tôt, James Cameron, John Lando, le producteur du film, et une partie du casting sont présents à la Comic-Con,
C'est un événement qui se tient chaque année à San Diego aux États-Unis et c'est aussi l'endroit où se font les grandes annonces autour des films de science-fiction, fantastique ou super-héros. Et à ce moment-là, des rumeurs circulent déjà sur le retour de James Cameron au cinéma. Faut pas oublier qu'il est très attendu et qu'il n'a pas sorti de film depuis Titanic. Et donc pendant cette Comic-Con, une rencontre est organisée avec les fans et environ 25 minutes du film sont dévoilées. Et après ça, une chose est sûre, que les avis soient positifs ou négatifs, le film qui n'est pas encore sorti fait beaucoup parler de lui. James Cameron profite également de la Comic-Con pour annoncer que le 21 août sera l'Avatar Day. Alors non, il n'a pas décrété un jour férié pour son film, mais ce 21 août, dans plus d'une centaine de salles de cinéma dans le monde, James Cameron diffusera 15 minutes inédites d'Avatar. Et personne n'avait jamais fait ça. En France, on avait 12 cinémas Pathé Gaumont qui ont eu la chance de projeter ces 15 minutes. Les billets étaient gratuits, extrêmement limités, ce qui en fait immédiatement un événement à ne pas louper. Mais l'Avatar Day, ça n'est pas que ça. C'est aussi le jour où sera dévoilée la première bande-annonce du film dans le monde entier. La bande-annonce du film, ok, mais pas que. C'est aussi à cette occasion que l'on découvre la bande-annonce du jeu qui accompagne la sortie du film, ainsi qu'une collection de jeux dérivés. Ou avant même que le film soit sorti, les ayants droit avaient anticipé tous les produits dérivés possibles et imaginables, jusqu'à la sortie d'un jeu vidéo, frère. Avant même que le film ne sorte. Et ils ne se sont pas arrêtés aux jeux vidéo. On retrouve aussi beaucoup de figurines, l'une d'elles étant même dédiée au personnage de Jake Sully en fauteuil roulant. Et à part le personnage de Charles Xavier dans X-Men, c'est le seul personnage en fauteuil roulant de la pop culture qui possède sa propre figurine. Voilà, c'est une petite info à prendre en compte. On retrouve aussi bien sûr une tonne de vêtements floqués aux couleurs de Avatar. Et attention, un truc qui a su satisfaire les collectionneurs et les collectionneuses, une collection de fèves à l'effigie des personnages du film sont à retrouver dans les galettes des rois dans toute la France. Quelle dinguerie! Et ça ne s'arrête pas là, une série de livres officiels est en vente, référençant absolument toutes les informations dont vous avez besoin pour connaître l'univers du film sur le bout des doigts. Il y a même une édition spéciale de timbres qui ont aussi été mis en vente par la Poste et proposés en tirage limité sur lesquels on peut retrouver Jake et Neytiri. Alors ça fait beaucoup de produits dérivés, c'est vrai, mais en même temps le film va sortir en pleine période de Noël. Et le sujet à la mode cette année, c'est déjà Avatar. Mais bref, continuons sur la promo, parce que oui, le film n'est pas encore sorti, je le rappelle. Fin octobre 2009, une nouvelle bande-annonce sort dans toutes les salles de cinéma. Et jusqu'à la sortie de Avatar, cette bande-annonce sera diffusée en continu avant la quasi-totalité des films. C'était impossible pour n'importe quel spectateur de louper la date de sortie du film. La campagne promotionnelle s'accentue désormais sur de l'événement. Toujours en octobre, pour célébrer l'ouverture du premier cinéma 3D au Vietnam, une projection presse est organisée et 16 minutes du film inédites sont projetées. Et seulement 2 jours après, direction le Texas, aux États-Unis. À l'occasion d'un match de football américain au Cowboys Stadium, une nouvelle bande-annonce de 3 minutes est diffusée aux 80 000 spectateurs sur place et en direct aux millions de téléspectateurs. Il s'agit, à ce moment-là, de la plus importante diffusion en direct d'une bande-annonce jamais réalisée. Et ce n'est pas tout, puisque la diffusion a eu lieu sur le Diamond Vision Screen du stade, soit le plus grand écran géant du monde. Et le point culminant de cette campagne, c'est la collaboration avec Coca-Cola. Ouais, la Fox et Coca-Cola ont mis en vente des bouteilles à l'effigie du film et ont affiché cette collab partout dans le monde. Cette promo avec Coca continue avec l'ouverture du site officiel avatar.com et sur ce site, avant même la sortie du film, on pouvait retrouver tout un tas d'infos sur les décors, sur les personnages, les animaux, les plantes qu'on pourra retrouver dans le film. Et à travers un jeu, si vous teniez une bouteille ou une canette de Coca Zéro devant une webcam, vous pouviez alors interagir avec le site grâce à la réalité augmentée. Ouais, franchement, c'était impossible d'esquiver la promo d'Avatar à cette époque. Et après des mois de campagne, le 16 décembre 2009, Avatar sort enfin au cinéma. Le film sort dans 106 pays différents et dans plus de 14 500 salles. Le monde entier découvre alors l'univers de Pandora et d'entrée de jeu, le film fait bien entendu un carton. Il y a évidemment des critiques positives comme négatives, mais le mot d'ordre qui ressort de chaque avis, c'est que c'est une expérience qu'il faut absolument découvrir. Les gens n'avaient jamais vu un tel spectacle sur un écran. C'est une véritable révolution, c'est un tournant dans l'industrie et dans l'histoire du cinéma, et ça, mine de rien, les gens le ressentent. L'un des grands éléments de la réussite du film, c'est la 3D. Alors les séances 3D existaient déjà, mais étaient davantage considérées comme une option. Avec Avatar, James Cameron a transformé cette option en nécessité et en véritable atout marketing, vendant que ça n'est pas le même film ni le même spectacle en 2D comme en 3D. Avant ce film, la 3D était réservée aux passionnés et aux amateurs de sensations fortes. On pouvait la retrouver dans des parcs d'attractions par exemple, mais Avatar a fait mettre des lunettes 3D aux parents et aux grands-parents. C'était un événement. Alors le truc c'est que aussi, les exploitants, les salles de cinéma, ont dû dépenser des milliers voire des millions pour s'équiper afin de pouvoir projeter un film en 3D pour satisfaire les spectateurs. Et comme une telle révolution n'était pas arrivée depuis longtemps, les gens voulaient faire partie de cette grande avancée technologique. Les gens voulaient le vivre pour un jour pouvoir dire j'y fus. Bon, et même si quelques années plus tard on s'est rendu compte que la 3D n'était pas aussi révolutionnaire que le son ou la couleur, cette promesse de bouleversement technologique, elle a grandement aidé au succès du film. Un succès à grande vitesse puisqu'en seulement 10 jours, Avatar rembourse son budget de 237 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'oseille, mais ça reste moins que ce qu'aurait pu toucher Matt Damon. Mais c'est pas le sujet. Les semaines passent et les chiffres ne baissent pas pour Avatar, qui se rapproche des premières places du box-office all-time, en dépassant un à un certains des plus grands succès
succès de ces dernières années. Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Jurassic Park, et ce qui devait arriver arriva au bout de 6 semaines. Avatar dépassera donc Titanic et deviendra officiellement le film ayant généré le plus de recettes de tous les temps. Le numéro 1 au box-office all-time. James Cameron est au sommet, les 2 films les plus vus de tous les temps sont les siens, et avant lui, seul Steven Spielberg avait réussi à avoir 3 fois de suite le plus gros succès commercial de l'histoire du cinéma. D'abord avec Les Dents de la Mer, puis avec E.T., et enfin avec Jurassic Park. Mais la petite différence qu'il y a à prendre en compte, c'est que James Cameron avait écrit ces films, pas Spielberg. Et aussi pour Jurassic Park et Les Dents de la Mer, ce sont des adaptations de romans à succès. Avatar et Titanic, ce sont des œuvres originales from James Cameron. Alors bon, bien sûr il va gagner quelques prix, notamment 3 Oscars et 2 Golden Globes, mais c'est surtout cette première place au box-office qui lui est chère. Elle signifie une vraie reconnaissance du public qui s'est déplacé pour aller voir son film. Un film qui traite des sujets de société qui étaient d'actualité en 2009, mais aussi et surtout un film visionnaire, puisque ces sujets-là sont d'autant plus importants aujourd'hui. Le climat, l'écologie, l'environnement, c'est le vrai sujet de fond du film, et James Cameron appuie dessus avec certaines scènes de déforestation, ou d'autres, plus élégantes, comme celle où Jake découvre toute la nature de Pandora. Le film traite aussi de thèmes plus rudes, mais tout autant universels, comme celui de la colonisation, et notamment du point de vue d'un peuple qui vient piller les ressources d'un autre peuple. Bien sûr, ça n'est pas le premier film à en parler. En revanche, en 2009, c'est le premier blockbuster à creuser le sujet en profondeur. Et c'est aussi le premier blockbuster qui met en scène un personnage handicapé moteur en tant que personnage principal. Avatar, c'est aussi un film qu'on peut découvrir seul, en famille, entre amis. Ça fait rêver à tout âge et le film est conçu pour plaire à tout le monde. En vrai, il y a tous les ingrédients pour. C'est avant tout un film de science-fiction et d'action, mais dans lequel on retrouve une histoire d'amour, un message politique, ou encore cet aspect documentaire en découvrant Pandora. Alors pour l'histoire d'amour et le message politique, ok, ça reste très commun. Par contre, pour ce qui est de cet aspect documentaire, là on tient quelque chose d'innovant. Ce mélange entre le blockbuster d'action et science-fiction avec cet aspect documentaire dévoilant un nouveau peuple et une nouvelle culture, c'est de l'inédit. On n'avait jamais vu ça avant. Ou peut-être que si. C'est vrai qu'à la sortie d'Avatar, James Cameron avait été accusé d'avoir plagié certaines œuvres, notamment Pocahontas. Pocahontas, c'est l'histoire d'un colon venu conquérir les terres d'une nouvelle population qui tombe amoureux d'une native et qui ouvre les yeux sur la guerre qu'il est en train de mener. Là-dessus, on est d'accord, les 2 films se ressemblent beaucoup. Sauf que Pocahontas n'a pas inventé ce principe narratif d'une histoire d'amour au sein de 2 clans qui s'opposent. On retrouve ça dans Roméo et Juliette, on a aussi West Side Story, on retrouve même ça dans Titanic, et bref, il y a plein d'exemples. Avatar n'est pas le premier ni le dernier à reprendre ce principe narratif. Pocahontas, c'est dans le passé, et ça vise à romancer l'histoire américaine, en mode historique quoi. Alors que James Cameron nous projette dans le futur, et critique plutôt notre histoire actuelle, en montrant que si on continue de fonctionner tel qu'on le fait actuellement, on se dirige vers un avenir sombre. Il est davantage dans la critique puisque le futur qu'on retrouve dans Avatar peut devenir réel. En plus de cela, dans Avatar, on suit le point de vue de Jake, alors que dans Pocahontas, on suit le point de vue de la princesse, ce qui apporte un regard complètement différent sur la façon de voir l'ennemi. Rien que de ce point de vue-là, la rencontre entre Pocahontas et John Smith se fait quand il tente de la tuer, alors que dans Avatar, c'est Neytiri qui tient Jake en joue avec son arc. En vrai, il y a bien plus de différence entre ces 2 histoires que ce qui n'y paraît. James Cameron a également été reproché d'avoir plagié le film Delgo. C'est un film d'animation fantastique qui nous fait découvrir un nouveau monde à travers le personnage de Delgo. Mais bon vas-y, Delgo il est sorti en 2008, donc 1 an avant Avatar, et vous l'avez vu durant cette vidéo, la production, le tournage et même l'idée d'Avatar remonte à bien plus longtemps. La seule accusation de plagiat qui est allée un peu plus loin, c'est celle de William Roger Dean. C'est un artiste qui a accusé James Cameron d'avoir volé 14 de ses tableaux et de s'en être grandement inspiré pour créer les décors de Pandora. Et même pour cette accusation, les réclamations ont été rejetées. Tout ça vient bien de sa tête, donc GG James Cameron. En vrai de vrai, pour moi, quand Avatar est sorti, et même après, ça m'avait pas fait autant d'impact que Star Wars ou Harry Potter. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Et pourtant, cette licence, elle est première du box-office, c'est bien qu'il y a un truc. En plus, en y réfléchissant 2 minutes, à ce moment-là, il n'y a qu'un seul film Avatar. Et mis à part Spielberg avec E.T. par exemple, personne n'avait été capable d'établir une licence forte en un seul film. Il y a que les Disney et les Pixar qui en sont capables. Et encore, ça marche pas à tous les coups. Et les sagas comme Jurassic Park, Pirates des Caraïbes, Star Wars ou même Indiana Jones, quand leurs premiers épisodes sont sortis, des suites ont très vite été programmées après le succès du premier film. Alors que là, c'est pas le cas pour James Cameron, c'est pas prévu. Là, il n'y a qu'un seul film. Et pourtant, Avatar a tout d'une licence à succès. Un jeu vidéo, des produits dérivés, des Lego et même le summum de la licence à succès. Le Graal, le but ultime. Un espace dédié dans un parc d'attractions. Presque 5 hectares d'immersion complète sur Pandora, au Disney World, en Floride. Ce film, à lui tout seul, a su mettre en place une véritable industrie. Imaginez maintenant une saga. Ça faisait 13 ans qu'on l'attendait et le 14 décembre 2022, Avatar 2 La Voix de l'eau sort au cinéma. Et au passage, j'en profite, j'en ai fait un petit événement. J'ai organisé une projection privée. Il y avait une déco immersive, des cadeaux, et le jour de la sortie, on a découvert ça ensemble au cinéma. Alors si la prochaine fois vous voulez pas rater ce genre d'événement que j'organise, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Voilà, c'est Sofiane, tout court. Avatar 2, La Voix de l'eau, c'est une nouvelle partie de cet immense univers rempli de nouveautés qui nous offre à nouveau ce sentiment de découverte de l'inconnu qu'on a déjà ressenti sur le premier Avatar. Et aussi, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Beaucoup.
et nous faire découvrir cet univers sous-marin, c'était une envie profonde, on rigole, de James Cameron. Déjà en 2012, pendant plus de 3 heures, il plongeait à 11 km de profondeur dans un sous-marin conçu pour les explorations très profondes. Ce qui lui a aussi permis de filmer et de documenter un environnement que nous connaissons très peu. Sa passion pour l'océan et les fonds marins, on la ressent aussi à travers ses films, Titanic, Abyss et même le premier Avatar. Dans le premier Avatar, toute la forêt est inspirée des fonds marins. Le haut des arbres, ça représente la surface de l'eau. Et les êtres qui vivent dans cette forêt composent l'écosystème qu'on peut retrouver dans les profondeurs de l'océan. Donc ce film-là, Avatar 2, La Voix de l'eau, c'est plus que jamais un hommage à sa passion. Au casting, on retrouve beaucoup de personnages du premier film, comme Jake, Neytiri, le colonel Quaritch, bon sous une nouvelle forme, ou encore Sigourney Weaver, mais sous les traits de la jeune Kiri, qui n'est autre que la fille du Dr Grace, le personnage qu'elle incarnait dans le premier film. On a aussi le retour de Kate Winslet, qui jouait dans Titanic et qui se retrouve sur le plateau pour interpréter le rôle de Ronald. Alors vous êtes peut-être déjà au courant de cette folle anecdote, comme quoi pendant une session d'entraînement elle a tenu 7 minutes et 15 secondes sous l'eau. Eh bien sachez qu'elle est vraie et c'est un record d'apnée sur un plateau de tournage. Alors bien sûr elle a bien été accompagnée puisque ce gars, Kirk Crack, et c'est un peu marrant comme nom, mais je crois que ça se dit Kirk, c'est pour ça. Bon bref, Kirk Crack, un expert de la plongée, s'est entraîné avec les acteurs et actrices du tournage pour les aider à mieux se déplacer sous l'eau. Oui, parce que le peuple qu'on découvre dans Avatar 2 du coup, il passe la plupart du temps dans l'eau. Et c'est toujours James Cameron aux commandes. Alors il va encore falloir garder une certaine cohérence et un certain réalisme. Ça se passe sous l'eau, alors on tournera et on filmera sous l'eau. Le casting s'est alors entraîné à jouer en apnée et l'équipe technique aussi a dû s'entraîner à garder leur respiration sous l'eau. Parce qu'au départ, la production voulait que ces séquences aquatiques soient réalisées en suspendant les acteurs et les actrices à des fils. C'était plus simple et ça aurait pu donner l'illusion que les acteurs et les actrices jouaient dans l'eau. Mais vas-y, non. James Cameron a accepté de faire un essai pour faire plaisir à la production, mais c'était bien moins convaincant que les essais filmés sous l'eau. Et le réalisateur et ses équipes ont bien fait d'insister, parce que dans Avatar 2, les scènes aquatiques ont bluffé tout le monde et offrent un spectacle unique. Du coup, James Cameron a fait installer un immense réservoir d'eau dans les studios de sa société de production, Lightstorm. 36 mètres de longueur, 18 de large, 9 de profondeur. C'est immense, mais c'était les dimensions nécessaires pour contenir suffisamment d'eau et reproduire les conditions océaniques. Le terrain de jeu parfait pour James Cameron. C'est donc dans ce bassin que toutes les prises de vue aquatiques ont été effectuées. Et tourner sous l'eau, ça apporte beaucoup de problèmes. Rappelez-vous que toute la technologie motion capture qui permet d'obtenir des avatars réalistes repose sur le fait d'avoir plein de capteurs sur les visages des acteurs et des actrices. Bon ben là, le big problème, c'est que la lumière des projecteurs en traversant l'eau, à cause de la réfraction, ça crée des ondulations. Et donc un trouble optique qui fausse complètement la vision de la caméra. En gros, la caméra va se mettre à repérer des faux marqueurs qui n'existent même pas. Des points fictifs qui se mélangent avec les vrais points sur le visage et qui bougent bizarrement, bref, c'est un bordel. C'est donc impossible d'enregistrer les micro-mouvements du jeu des acteurs et des actrices. En vrai, la seule solution serait de pouvoir tourner dans l'eau sans lumière. Mais le truc, c'est que vous avez vu, j'ai réfléchi un petit peu, sans lumière, on voit pas. Donc il faut de la lumière sans qu'on ait cet effet d'ondulation qui brouille tout et qui est créé au moment où la lumière pénètre l'eau. C'est scientifique, c'est pas juste à cause de James Cameron, hein, c'est comme ça. Alors, solution, on ajoute une bâche transparente juste à la surface, pile à l'endroit où la lumière pénètre l'eau. Mais le truc, c'est que si un acteur, une actrice ou un membre de l'équipe veut remonter à la surface, il meurt. Il meurt. Donc c'est pas une si bonne idée. Mais après des semaines de recherche et d'essais avec son chef opérateur, James Cameron trouve enfin une solution. Dans le grand bassin dans lequel ils tournent, ils ont fait flotter à la surface de l'eau des milliers de petites balles translucides en plastique. Et là ça fonctionne, la lumière passe, donc on a de la lumière sous l'eau, et grâce à ces genres de balles de ping-pong qui flottent à la surface, la lumière ne crée plus ces fameuses ondulations sous l'eau. En termes de lumière, là on est comme si on était sur la terre ferme. C'est donc une mission réussie, on peut capter le jeu des comédiens et des comédiennes sous l'eau. Plus tôt dans cette vidéo, on a vu que James Cameron aimait recréer les décors et les accessoires de Pandora pour vérifier qu'ils soient tous logiques et cohérents. Eh bien, rebelote pour Avatar 2, parce qu'un vêtement lourd, léger ou avec des plumes ne bouge pas de la même manière face au vent ou encore dans l'eau. Donc la plupart des tenues et des bijoux portés par les Na'vi ont été refabriqués in real life afin de mieux comprendre le mouvement de chaque pièce pour mieux les retranscrire numériquement. Alors ça, c'est un processus qui se fait déjà dans l'animation 3D ou même dans l'animation tout court, mais c'est souvent avec des objets qu'on connaît déjà, genre un chapeau. C'est rare que ce travail soit fait pour des nouveaux objets, des objets créés exclusivement pour l'œuvre. Imaginez maintenant le travail monstrueux pour analyser les différents mouvements de chaque élément présent dans Avatar, la dinguerie. Alors si James Cameron avait déjà innové dans Avatar 1 avec cette technique du motion capture, mocap pour les intimes, là il va innover cette fois avec la technologie HFR, High Frame Rate. Pour faire simple, le HFR, c'est le fait de doubler le nombre d'images par seconde. On passe donc de 24 images secondes à 48 images secondes. Enfin non, c'est faux, on n'est pas obligé de doubler, on peut faire beaucoup plus d'images, mais dans Avatar c'est comme ça que ça s'est fait. Et en vérité c'est pas vraiment nouveau, mais James Cameron, plutôt que de l'utiliser dans l'ensemble du film, comme l'avait déjà fait Peter Jackson pour la saga Le Hobbit, il va l'utiliser qu'à certains moments du film. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à cette technologie que ces séquences d'entraînement
avec les créatures qui vont sous l'eau nous ont tellement marqué. Et le HFR c'est aussi particulièrement utile pour gommer les défauts des scènes d'action en 3D. Comme il y a plus d'images, les mouvements sont plus fluides et donc notre œil n'a pas le temps d'assimiler certains potentiels défauts. Bon vas-y, on parle du tournage, on parle des technologies, mais revenons à la source de ce film. Après le succès de Avatar 1, il a fallu à James Cameron environ 2 à 3 ans de réflexion avant de se décider à rédiger un nouveau scénario, celui de La Voix de l'eau, qui lui a demandé à peu près 2 ans d'écriture. Le truc c'est qu'il a beaucoup trop d'histoires en tête. Alors lui, avec les 4 autres scénaristes avec qui il travaille, Josh Friedman, Amanda Silver, Rick Jaffa et Shane Salerno, il décide de développer une trilogie à la Seigneur des Anneaux. Mais ils ont tellement de choses à raconter encore une fois qu'ils optent pour 4 films de plus, ce qui fera au total 5 films Avatar. Et aux dernières nouvelles, James Cameron a déjà en tête le 6 et le 7. Mais vas-y, ça c'est du marketing, tu connais. Bon déjà, 4 films de plus, ça va coûter cher. Mais une saga réalisée par le roi du box-office, ça ne se refuse pas. Même quand il demande à produire les 4 films supplémentaires en même temps. Ouais, et toujours dans le même but, éviter les incohérences. Bon et aussi, à Skip, ça permettait de gagner du temps en post-production. Du coup, factuellement, comment ça se passe? Déjà sur le tournage, Cameron et ses équipes ont tourné Avatar 2 et Avatar 3 en même temps, tout en travaillant l'écriture du 4 et du 5. Le lundi et le mercredi, on tourne le 2, le mardi, le jeudi, on tourne le 3, et le vendredi, on taffe sur le 4 et le 5. Et donc à la fin de la période de tournage d'Avatar 2 et 3, Cameron pouvait déléguer la post-production, tout en se consacrant de son côté à Avatar 4 et 5. Alors ça peut sembler compliqué à suivre, surtout pour le casting, mais eux connaissent toute l'histoire, donc ils savent très bien où ils en sont. Pour revenir au scénario, Avatar La Voix de l'eau est sans doute le film le plus personnel de James Cameron. On y retrouve donc sa passion pour l'univers aquatique, mais aussi la notion de famille. Bon oui, c'est un sujet un peu bateau, mais aujourd'hui il a 4 enfants. Ils sont tous nés avant le premier Avatar, cependant il les a vus grandir pendant qu'il travaillait sur le 2. Donc ouais, c'est logique qu'on retrouve ce sujet dans le film. Quand il raconte l'histoire des enfants de Jake et Neytiri, il s'amuse à raconter 2 points de vue qu'il a connus, celui d'un adolescent fougueux et celui d'un père de famille. Dans le film, on suit 3 histoires, celle de Jake et Neytiri, qui cette fois préfèrent fuir le conflit plutôt que de l'affronter, mais leur histoire est un petit peu plus en retrait pour laisser plus de place à celle de leurs enfants, et particulièrement à celle de Loak et Kiri, qui partagent tous les deux le même sentiment, celui de se sentir différent et rejeté. Kiri, elle est là, elle fouille son passé et cherche à trouver un sens à son existence, tandis que Loak suit la même trajectoire que son père dans le premier film, mais sans réussir ses prouesses. Et enfin, l'histoire du colonel Quaritch et Spider. L'un est un humain bloqué dans un corps de Na'vi, l'autre est un Na'vi dans l'âme bloqué dans un corps d'humain. Et donc une seconde thématique importante autour de l'identité et de l'appartenance. Un sujet qui touche tout le monde à un moment ou un autre de notre vie. C'est aussi un film où la notion d'environnement est bien présente, bien plus que dans le premier Avatar. L'urgence climatique était déjà présente il y a 15 ans, mais aujourd'hui on est en plein dedans. Et pour appuyer un tout petit peu plus l'importance qu'a ce film pour Cameron, on peut y retrouver des références à ses grands succès dans le film. Par exemple une référence flagrante à Titanic, avec le navire qui coule et Neytiri et Took qui se retrouvent piégés comme Rose et Jack. Cette même scène qui peut aussi faire penser à la séquence de fin du film Abyss. Concernant Abyss, on pourrait aussi dire que les sous-marins du film ressemblent beaucoup à ceux utilisés par les humains dans Avatar 2. Et enfin, la scène de combat entre les 2 hommes, avec le bateau et ses ruines comme décor, fait penser à celle du final de Terminator 2 entre le Terminator et le T-1000. Évidemment, les références dans Avatar 2 ne se limitent pas à la filmographie de James Cameron. Dans cette scène par exemple où Payakan, l'immense baleine qui s'est liée à Loak, saute au-dessus du navire des humains, on peut y voir une ressemblance avec le saut de l'orque dans le film Sauver Willy. Ou encore quand le Tulkum fait entrer Loak dans sa bouche, ça fait bien entendu penser à la célèbre scène de Pinocchio. Beaucoup de références de sujets, de thématiques abordées dans un film de 3 heures. En vrai de vrai, pour celles et ceux qui l'ont vu, le film arrive à tous les traiter comme il faut, en laissant bien entendu des questions en suspens pour les prochains volets. Et bien sûr, il faut pas oublier le défi de Avatar, comme quoi c'est une œuvre qui se veut universelle. Il doit savoir parler aux plus petits comme aux plus grands, et proposer une histoire aussi riche, qui puisse parler aux cinéphiles comme au grand public, c'est toujours une mission compliquée, et elle a été accomplie avec brio, comme le premier film d'ailleurs. Et on l'espère, comme les suivants. C'est pas le film du siècle, mais il a le mérite d'avoir accompli sa mission. Avatar, ce n'est pas l'histoire d'hommes et de femmes bleues qui se battent contre l'envahisseur, c'est un tout nouveau monde, des animaux, des plantes, un écosystème pensé de A à Z, un monde logique et cohérent au sein d'un environnement grandiose. C'est aussi de nouvelles technologies et une façon de réinventer la manière de raconter des histoires. Et c'est fou de se dire que sans ces innovations, on n'aurait jamais pu découvrir ces films. C'est une belle idée, une histoire simple, mais qui aura pris des dizaines d'années à se réaliser. Aujourd'hui, le premier Avatar est toujours le numéro 1 du box-office, suivi par Avengers, puis Avatar 2 et enfin Titanic. Sur les 4 films qui cumulent le plus d'entrées sur toute l'histoire du cinéma, 3 films sont réalisés par James Cameron. Alors c'est vrai que quand on découvre Avatar, c'est bien moins profond que certains films, c'est bien moins impactant, et en effet ça paraît moins complexe, c'est pour ça que je dis que ça ressemble à quelque chose de simple. Mais j'espère que dans cette vidéo vous avez pu voir que les choses simples ne le sont pas vraiment. Et en vrai ce que je trouve trop cool, c'est qu'on a là une nouvelle saga importante dans l'histoire du cinéma, et entre les mains d'un roi de l'industrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le petit pouce en l'air si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao.